Merci notre ami Bachir Mouhoubi. Et là tout de suite on va enchaîner pour le dernier thème avec Monsieur Jean Sampeur. Comment créer un concept franchisable? À vous Monsieur Sampeur. Petit détail technique à régler et on y va. Voilà. Là, c'est bon. Oui. Voilà, c'est bon. Ok, ben écoutez, je suis très content d'intervenir ici. J'ai participé à tous les salons depuis le tout premier en 2009 et je vois qu'il y a des choses qui changent. On aimerait tous que ça change encore plus vite, que ça progresse encore plus vite, que les affaires soient plus faciles. Mais il y a vraiment un changement et un intérêt croissant pour la franchise, qui est une excellente solution de développement, et pas seulement une solution pour importer des concepts de l'étranger, mais aussi pour créer des concepts tunisiens et enrichir directement l'économie tunisienne, voire, dans un deuxième temps, exporter, puisque la balance des paiements tunisienne est une préoccupation naturelle et constante, et il est bon que non seulement on importe des franchises étrangères pour favoriser l'élévation du niveau de la concurrence, de la compétitivité, du service donné à la clientèle, etc. Mais il est bon aussi qu'il y ait des franchises tunisiennes qui se créent, qui puissent obtenir des parts de marché importantes, puis, dans un deuxième temps, lorsqu'elles sont matures, aller à l'étranger. Et c'est ce dont on va parler ensemble. Donc, juste un mot en ce qui me concerne. J'ai commencé dans la franchise, donc mon nom est Jean Sampeur, je suis le patron d'AC Franchise. J'ai commencé en franchise en 1975, donc il y a 40 ans. Rassurez-moi, dites que ça se voit pas trop, que je suis plus jeune que ça, parce que ça me donne un coup de vieux. Non, je n'ai pas 82 ans, mais ça se rapproche quand même. Voilà. En 89, j'ai créé le cabinet AC Franchise, qui est un cabinet conseil français. En 2002, le site ac-franchise.com, qui est un site d'information sur la franchise qui sert au rapprochement franchisé-franchiseur. Et en 2009, donc, lors de l'année de vote de la loi sur la franchise et le commerce, la modernisation du commerce en Tunisie, nous avons créé la version tunisienne de ce site. Voilà. Depuis, je suis avec vous de manière pas constante, mais fréquente, au moins 4 fois par an. Voilà. Alors, nous avons aussi créé, et très rapidement, un franchise business club. Ça existe depuis de nombreuses années en France, et nous l'avons créé à Tunis aussi. La première réunion du club s'est faite le 26 février 2015, et ce club est un club d'échange d'expériences entre franchiseurs existants, confirmés, ou jeunes franchiseurs, ou futurs franchiseurs, et master franchisés. Donc le but, là, n'est pas de réunir franchisés et franchiseurs, c'est entre franchiseurs et master franchisés, de parler de ce qu'il faut faire pour réussir son réseau, pour réussir son développement, et surtout, pour faire réussir ses franchisés. Parce qu'il n'y a pas de bon développement de la franchise sans le respect de l'intérêt de l'autre, et on va être amené à en parler à plusieurs reprises. Donc c'est un club gratuit, on a la chance d'avoir le partenariat de la Chambre de commerce, du Salon, du CLDP, donc qui dépend du ministère du Commerce américain, qui participe largement aux frais, ce qui fait que pour l'instant, ce club, réservé aux franchiseurs et aux master franchisés existants ou futurs, est gratuit, pourvu que ça dure, mais il n'y a pas de garantie pour l'instant. Bien, le sujet. Donc, comment créer un concept? Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est pourquoi on devient franchisé. Le thème, ce sera évidemment comment on va devenir franchiseur, mais la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi on devient franchisé. C'est quoi un franchisé? Eh bien, un franchisé, c'est d'abord quelqu'un qui veut copier un succès. C'est bête, je vais vous donner 2 principes absolument intangibles. Le franchisé, c'est quelqu'un qui veut copier un succès et qui veut limiter son risque.
pour plusieurs raisons, soit parce qu'il est tenté par un concept qu'il connaît à l'étranger ou en Tunisie, soit parce qu'il n'a pas l'idée proprement dite de quelque chose de révolutionnaire qui pourrait faire sa place sur le marché. Le franchisé, c'est quelqu'un d'un peu plus prudent que le créateur d'entreprise en solo, un peu plus raisonnable. J'ai pas dit qu'il est mieux ou moins bien, mais quelque part, le fait de se faire appuyer par quelqu'un va être extrêmement important. Donc, si vous voulez créer une franchise et que vous ne tenez pas compte de ces deux principes de base, c'est-à-dire d'être capable d'aider, d'être capable de dire à quelqu'un « oui, j'ai du succès et je vais le prouver, et je vais vous prouver pourquoi j'ai du succès avec des chiffres et avec des raisons », et si vous n'êtes pas capable de développer une assistance réelle pour aider votre franchisé à réussir et à limiter son risque, à ce moment-là, vous ne pouvez pas prétendre réussir. La franchise n'est pas un concept où le franchiseur est tout puissant et où le franchisé est un mouton qui suit bêtement ce qu'on lui dit. De plus en plus, vous allez avoir des réseaux de franchise qui vont s'installer, des réseaux de succursales qui vont s'installer. Et si vous regardez aux États-Unis, en France ou dans les pays où la franchise est fortement développée, qu'est-ce qu'on constate ? Les franchiseurs chassent pour avoir les meilleurs franchisés. Ce qui fait la différence entre deux réseaux, ce n'est pas seulement le concept, c'est la qualité des franchisés. Et on n'attrape pas les bons franchisés avec du vinaigre, on attrape les bons franchisés avec des arguments tangibles, avec des explications qu'on leur donne. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre, dans un pays qui s'ouvre à la franchise, qu'il n'y a pas un franchiseur intelligent et des franchisés idiots qui suivent le mouvement, il y a des entrepreneurs qui sont complémentaires et qui ont besoin de respecter l'intérêt de l'autre, et on va en parler maintenant. Alors pourquoi on parle aussi d'un thème spécifique à développer la franchise en Tunisie? Eh bien parce que dans le premier temps, sur un pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les pays qui s'ouvrent à la franchise, la première tentation, c'est toujours d'aller chercher des concepts étrangers. Je suis français, Bachir est américain, on ne va pas vous dire qu'il ne faut pas prendre des franchises étrangères. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des franchises nationales, parce que c'est l'intérêt de votre économie, et aussi parce que lorsque vous regardez dans les autres pays, plus de 75% des franchises qui réussissent sont des franchises nationales. Parce que les étrangers vont vous apporter du savoir-faire, de la notoriété, des accélérateurs de croissance, des choses extrêmement importantes, mais ne peuvent pas remplacer votre sensibilité culturelle, votre connaissance du pays. Vos prix de revient beaucoup plus bas. Si vous prenez un concept américain, un concept français, vous avez évidemment des prix de revient qui sont, je ne parle pas des produits que vous achetez et que vous revendez, mais le concept, les gens qui pensent marketing, etc., sont évidemment plus chers. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas les prendre, au contraire, c'est intéressant de les prendre. Mais il n'y a pas que. Il ne faut pas sous-estimer la capacité qu'ont les Tunisiens à créer leur propre concept. Les deux vont de manière complémentaire. Alors, pourquoi on devient franchiseur ? Eh bien, on devient franchiseur parce qu'on y trouve un intérêt. Quand on était à l'école, enfin, je pense qu'en Tunisie, c'est comme en France, on disait copier, c'est pas beau, copier, c'est tricher. Et dans la franchise, c'est un peu bizarre puisqu'on vous dit copier, c'est bien, il faut copier, je vais vous aider à copier et il faut payer pour copier. Alors, quel est l'intérêt d'aller dire aux gens « copiez-moi » ? On va essayer de comprendre simplement comment ça fonctionne. Eh bien, le franchiseur, si vous voulez, on va prendre un cas typique. J'ai 3 magasins textiles, un à Sfax, un à Sousse et un à Tunis. Et je veux étendre ma collection, je veux étendre plutôt mon réseau de magasins. J'ai été voir le banquier une première fois pour mon premier magasin, il m'a prêté de l'argent. Je vais voir le banquier une deuxième fois pour mon deuxième magasin, il me prête de l'argent. Le 3e magasin, peut-être qu'il me prête de l'argent. Le 4e, il dit « Monsieur Sampère, votre chaîne marche bien, c'est vraiment très intéressant. Mais vous savez, il y a déjà un encours extrêmement important. On va peut-être attendre que vous reconstituiez votre cash flow, que vous reconstituiez vos bases financières pour pouvoir à nouveau vous prêter de l'argent. Et vous voilà en train d'être ralenti dans votre développement, non pas parce que les banques sont méchantes, mais parce qu'elles sont naturellement prudentes. Et vous voilà en train de dire « Mais non, ça va pas. J'ai un concept qui fonctionne, et je vais me faire doubler par quelqu'un qui a plus d'argent que moi et qui va me copier et qui va développer sa part de marché beaucoup plus rapidement et qui va me pomper tout ce que je sais faire et qui va aller plus vite et qui va prendre le marché. » Donc une première solution consiste à prendre des associés. Une deuxième solution consiste à attendre en prenant le risque de se faire doubler. Et une troisième solution consiste à dire je vais franchiser, c'est-à-dire que je vais occuper le marché avec des partenaires indépendants qui vont avoir leur propre affaire, à qui je vais vendre mon savoir-faire pendant une certaine période. Et qu'est-ce qu'ils vont me rapporter ? Eh bien,
mes produits, je les fais en Tunisie, ou je les achète en Chine, ou ailleurs. Cette fabrication, mes usines ou mon importation va être beaucoup plus facile à rentabiliser parce qu'ils vont m'apporter du volume complémentaire. Et puis mon service marketing, la personne de qualité que j'ai recrutée pour faire ma publicité, je vais l'amortir sur mes 3 magasins, plus les 10, 15, 20 magasins franchisés que je vais avoir. Et ensuite, quand j'aurai réussi à développer mon réseau, les banques, elles vont venir me voir, elles vont dire, est-ce qu'on peut vous donner de l'argent? Est-ce qu'on peut vous en prêter? Ça se passe partout pareil. Si vous faites un travail de qualité, au bout d'un moment, les gens, les investisseurs potentiels, les banques, viennent vous voir. Mais dans un temps intermédiaire, vous avez un problème de financement qui fait que vous êtes fragile face à la concurrence. La franchise, c'est aussi une solution pour se défragiliser face à la concurrence. Et puis, il y a aussi, dans certains pays, à un certain stade de développement, mais ça va, je pense que ça va être le cas en Tunisie très rapidement aussi, le fait qu'un franchisé est plus rentable, un magasin franchisé, ou un restaurant franchisé, est presque toujours plus rentable qu'un magasin en succursale. Parce que le franchisé, c'est son affaire. Le franchisé, c'est son argent. Il est dans son établissement. Et il surveille tout. Et il a peur de faire une erreur. Et il est à l'affût pour ne pas dépenser des euros supplémentaires, pour motiver son personnel, pour faire 80 heures s'il faut pour démarrer son business. Et puis après, il va travailler un peu moins quand ça ira mieux, peut-être. Voilà. Donc le franchisé, il est vraiment au four et au moulin et il est beaucoup plus actif. On ne peut pas en vouloir aux salariés, c'est pas du tout négatif. Mais forcément, quand vous avez mis toutes vos économies pour réussir une affaire, vous êtes là, quoi. Hein, voilà. Donc, on constate par exemple que en France, notamment, je ne vais pas parler des États-Unis que je ne connais pas, je dois dire, mais en France, les supermarchés et les hypermarchés ont 2 politiques différentes. Les hypermarchés, c'est les grandes sociétés qui développent des succursales. Parce que c'est 5000 mètres carrés, c'est 350 personnes qui travaillent, c'est des grosses structures qui peuvent payer un encadrement lourd. Et les supermarchés de 300 mètres carrés, c'est presque toujours des franchisés en France maintenant. Pourquoi? Parce qu'à 300 mètres carrés avec 7 salariés, on est beaucoup plus actif. Quand il faut bosser 80 heures, il n'y a pas la loi des 35 heures qu'on a en France, il n'y a pas les limites du droit du travail, etc. Le franchisé, il bosse parce que c'est son fric et parce qu'il veut développer son affaire. Voilà. Donc il y a 2 motivations principales pour développer une franchise, les parts de marché, la rentabilité, ne pas se faire doubler et continuer sa croissance en restant indépendant, sans prendre des associés. Je n'ai pas dit que prendre des associés c'était mal, mais ce sont des stratégies différentes. Et puis il y a une autre stratégie qui consiste, une autre raison qui consiste à mieux rentabiliser ces magasins. Alors ce qu'il faut faire attention, lorsqu'on est franchisé ou franchiseur, c'est de ne pas franchiser des pertes. C'est-à-dire que si vous avez la preuve qu'une succursale, un supermarché de 300 mètres carrés, lorsque vous le passez en franchise est plus rentable, faites-le. Mais si vous avez un magasin qui de toute façon fait des pertes, ne le donnez pas à un franchisé. Soyons honnêtes. C'est-à-dire si c'est foutu, c'est foutu. Il faut changer de concept. Voilà. Je passe au sujet suivant. Est-ce que vous avez parlé des bases de la franchise, les signes de ralliement, la collection de produits et de services, etc. ou pas? Non. Non. Alors, d'accord, très bien. Donc, 2 mots là-dessus. Nadia, j'ai jusque quelle heure déjà? Midi, c'est ça? C'est ça? D'accord. Question incluse ou question après? Après, d'accord. Donc, lorsqu'on parle de franchise, on parle souvent de plusieurs concepts. Donc, je vais vous montrer la 4 étages qui constituent l'évolution entre rien et un contrat de franchise. Quelles sont les différentes étapes qu'on va franchir dans la relation contractuelle et dans la relation économique entre le franchisé et le franchiseur pour que ça devienne une franchise. Et après, je parle de la manière de devenir franchiseur qui est le cœur de notre sujet. Les signes de ralliement de la clientèle. Lorsque vous devenez franchiseur, lorsque plutôt vous êtes franchisé, la première chose qui vous attire, c'est la notoriété de la marque. Alors ça peut être une notoriété existante lorsque c'est un concept qui existe depuis longtemps, et ça peut être une notoriété potentielle. Pourquoi? Parce que vous avez, par exemple, il y a un nouveau concept là qui s'appelle Freshka. Freshka, c'est un tout nouveau concept, mais il y a un marketing, il y a une communication, il y a un look qui peut donner envie, qui peut laisser penser que ça va devenir quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas fait d'audit, je ne garantis pas que c'est le cas, mais voilà, c'est tentant. Donc, les signes de ralliement de la clientèle, c'est la marque, c'est les couleurs, c'est les codes marketing, c'est éventuellement la musique,
Lorsque vous entendez la musique de Dim, vous savez tout de suite que c'est Dim, et pourtant, on vous a pas parlé de la marque. Il y a des gens comme ça, des marques qui ont des signes de ralliement de la clientèle qui sont sonores. Les couleurs aussi. Vous rentrez dans un McDo, même si c'est pas marqué McDo, rien qu'à l'agencement, rien qu'à la façon dont tout est agencé, vous savez que vous êtes chez McDo. Vous n'avez pas besoin de regarder l'enseigne. Bon. Les signes de ralliement de la clientèle. Ce premier étage, lorsqu'on ne donne que ça, c'est une licence de marque. Cette licence de marque, c'est rarement donné tout seul, parce que ça voudrait dire que je vous donne ma marque et vous faites ce que vous voulez à l'intérieur. Évidemment, la licence de marque elle est toujours assortie de conditions sur le respect de la marque, etc., et toujours assortie d'une collection. C'est le deuxième étage, parce que la collection de produits et services, si je vous donne la marque McDo et que je vous autorise à faire du couscous à Sousse, que je vous autorise à faire du steak frites à Tunis ou à la Marsa, et que les autres font du McDo normal, la marque, elle perd tout son sens. Donc, il ne peut y avoir un réseau qui réussit que s'il y a l'étage de la licence de marque, plus une homogénéité au niveau de la collection de produits. C'est pour ça que Bachir disait tout à l'heure que le concept d'une franchise, il y a toute une partie qui est intangible, qu'on ne peut pas négocier. On ne peut pas discuter ce qui fait que les clients viennent. On ne peut pas discuter on ne peut pas négocier ce qui fait que la marque est une attraction. Et l'homogénéité de la collection est quelque chose de non discutable. Je n'ai pas dit que ce n'était pas adaptable à un pays, mais à l'intérieur du pays, ça doit être homogène. On ne peut pas avoir du steak frites à Bizerte et du couscous à Sousse à l'intérieur d'une même franchise d'alimentation de type McDo. C'est pas possible. Le troisième élément, et qui va être essentiel dans la franchise et qui fait la différence entre ce qu'on vient de voir, qui s'appelle la concession, licence de marque plus collection de produits ou de services, c'est une concession. Le troisième étage, c'est le savoir-faire et surtout sa transmission. Et dans le savoir-faire du franchiseur, il y a deux parties. On parle souvent du fait que le franchiseur transmet son savoir-faire au franchisé. En fait, le franchiseur transmet une partie du savoir-faire au franchisé. Il n'explique pas aux franchisés comment on fait des robes. Il n'explique pas aux franchisés comment on importe des produits de Chine. Il n'explique pas comment on fait de la publicité nationale. Le franchiseur explique aux franchisés comment on gère le magasin. Donc, l'essentiel dans la franchise, c'est cette notion de savoir-faire. Je vais vous aider à monter votre magasin, l'architecture, etc., former votre équipe. Je vais vous former à mon métier, former à mes produits, former à mes méthodes commerciales, former éventuellement à mes méthodes de production quand il y a une production sur place, et je vais ensuite veiller à ce que vous appliquiez bien ce concept, et ensuite je vais vous aider à corriger le tir, et pas seulement sur les méthodes techniques, mais aussi sur les méthodes de gestion et de rentabilité. Le franchiseur a forcément, un bon franchiseur, a forcément le souci constant de la rentabilité de ses franchisés. Il n'a pas la responsabilité de la rentabilité, il a la responsabilité de veiller à aider ses franchisés à atteindre les meilleurs résultats possibles. Mais le franchisé étant un commerçant indépendant, s'il ne veut pas faire quelque chose, on ne peut pas l'obliger. Voilà. Enfin, il y a des points dans le contrat qui sont obligatoires, mais on n'arrive pas avec une mitraillette derrière un franchisé en disant « il faut faire ça ». Et ensuite, l'assistance initiale et continue, c'est le quatrième point, et c'est un point extrêmement important de la franchise que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que on ne fait pas une franchise en disant « je vous ai aidé à ouvrir votre magasin, à trouver l'emplacement, à agencer le magasin, à mettre les machines pour faire les frites, etc. » et hop, je m'arrête. Non, la franchise, ça va être une collaboration constante. Et ce qui est très important, c'est que dans les franchises évoluées, les franchisés prennent une place de manière de plus en plus forte. Je prends toujours l'exemple de McDo parce que tout le monde connaît. En France, plus de 50% des recettes qui sont vendues dans les restaurants McDo ont été créées à l'initiative des franchisés. Seulement, une fois que c'est remonté au niveau national, que c'est décidé, que c'est mis au point, que les méthodes de fabrication sont faites, etc., et que c'est adopté, ça devient une règle pour l'ensemble du pays. C'est extrêmement important. Donc, si on n'a pas les meilleurs franchisés, si on ne donne pas la possibilité aux franchisés de s'exprimer, de participer, une fois qu'ils ont acquis le savoir-faire, une fois qu'ils ont acquis l'expérience, et une fois qu'ils ont assez d'expérience pour se permettre de dire « je vais apporter mon grain de sel ». Et évidemment, ils ont un grain de sel à apporter. Donc ça, ce sont les fondamentaux. Sur le plan suivant, souvent, on va trouver dans un pays qui naît sur la franchise, qui naît à la franchise
peut-être de manière encore plus fréquente, des gens qui disent j'ai une idée, je vais franchiser. Ok, le fait d'avoir un bon concept, d'avoir quelque chose qui semble fonctionner, c'est quelque chose d'important. Le plus important, c'est de ne pas commencer à franchiser tant que votre expérience n'a pas prouvé sa rentabilité. On ne peut pas, légalement on a le droit, mais on ne doit pas prendre la responsabilité de dire à des gens j'ai une bonne idée, venez, copiez-moi, au fait combien vous gagnez, c'est rentable, oui, ça va aller, non. Il faut avoir de l'expérience. Donc, cette expérience, elle doit aussi être duplicable, elle doit être copiable, pour reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc ce qui est important, c'est d'être capable de dire, voilà, j'ai des chiffres, j'ai des bilans qui montrent que mes unités sont rentables. Alors il ne faut pas confondre la rentabilité du franchiseur et la rentabilité du franchisé. Mais il faut qu'à condition d'exploitation égale, donc le magasin ou le restaurant, il faut que la rentabilité soit réelle et facile à prouver. Ce qui fait que j'ai tendance à vous conseiller d'avoir 2 sociétés séparées. Une société pour gérer vos succursales, vos magasins pilotes, vos restaurants pilotes, dans lesquels vous allez pouvoir montrer des conditions d'exploitation identiques à celles des franchisés, si vous me suivez, et donc prouver la rentabilité. Et une société franchiseur, dans laquelle vous mettez la marque, dans laquelle vous mettez la centrale d'achat, etc. Et là, s'il y a des pertes, c'est pas grave. Au début, forcément, vous allez structurer votre franchise, vous allez embaucher des gens, vous allez mettre en place des outils, et vous risquez de perdre un peu d'argent au début. Mais vous investissez pour la réussite de vos franchisés. Par contre, vos unités franchisées, elles, doivent être rentables. D'où l'intérêt d'avoir 2 sociétés séparées. Une pour les magasins, une pour la structure franchiseur. Parce que ça permet de montrer les choses sans être obligé de trafiquer ou d'expliquer oui, mais c'est pas rentable parce que ceci, parce que cela. Et là, en capacité de conviction et pour convaincre les franchisés, vous perdez beaucoup parce que vous êtes en train d'expliquer des choses compliquées. Faites simple, séparez, en plus vous séparez vos risques. Donc pouvoir expliquer la réussite de son concept, c'est aussi être capable non seulement de montrer les chiffres, de montrer les bilans, mais d'expliquer pourquoi vous avez réussi. C'est pas expliquer toutes les recettes, c'est pas, un candidat arrive, vous n'allez pas lui expliquer vos petits secrets, mais il faut être capable de lui expliquer pourquoi vous avez réussi, quels sont les points sur lesquels vous faites mieux que la concurrence et qui vous ont permis d'obtenir des informations, d'obtenir des résultats qui sont suffisants pour donner envie de vous rejoindre. Alors, il est évident que, même en Tunisie, il y a d'énormes différences. Le pays n'est pas aussi grand que les États-Unis, mais il y a d'énormes différences entre le sud-ouest du pays et le nord-est. Donc, il y a des différences importantes. C'est pas parce que quelque chose réussit à Tunis, à la Marsa, que ça va réussir partout. Parce qu'il y a des différences dans le pays. Il y a des différences de population, de pouvoir d'achat, d'habitude de vie, de densité, d'industrie, de type d'emploi, etc., etc. D'ouverture au monde, le tourisme. Les Hammamet et l'intérieur du pays, c'est complètement différent. Donc il faut tenir compte de ça. Ce qui fait que, c'est un petit peu la complication sur la Tunisie, mais normalement, il vaudrait mieux avoir 2 ou 3 magasins, 2 ou 3 restaurants, 2 ou 3 unités avant de commencer à franchiser, pour pouvoir montrer que ça réussit dans plusieurs endroits. En France, on a souvent utilisé un exemple qui était l'exemple des bars à vin. Les bars à vin, évidemment, c'est un peu compliqué ici en Tunisie, mais les bars à vin qui réussissaient bien à Paris, c'était les bars à vin qui étaient tenus par un type qui connaissait bien le vin, qui savait l'expliquer et qui avait la relation avec le client, qui savait donner envie, qui savait donner le vin, c'est aussi quelque chose de partage. Dans notre culture à nous, c'est aussi quelque chose de partage. Et donc, il faut savoir en parler, il faut savoir communiquer, il faut savoir accueillir les gens. Et ce type voulait franchiser. Mais ceux qu'il a recrutés n'avaient pas ce même talent relationnel, n'avaient pas cette même connaissance des produits, n'avaient pas cette capacité à mettre les clients à l'aise. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est important de faire plus confiance, si possible. Après, il y a aussi des choses nouvelles qui apparaissent qui sont géniales. Donc, il ne faut pas éliminer d'office quelqu'un qui n'a qu'un magasin. Mais c'est plus facile quand même de faire confiance à quelqu'un qui a réussi dans plusieurs endroits, en Tunisie ou dans plusieurs pays, si possible ressemblant à la Tunisie. Parce qu'il y a évidemment une grande différence entre la France et les États-Unis et la Tunisie. Mais un Américain qui vient vous dire « j'ai déjà réussi au Liban, j'ai déjà réussi au Maroc, j'ai déjà réussi en Côte d'Ivoire et qui vient en Tunisie », c'est intéressant. C'est plus intéressant que l'Américain ou le Français qui exporte pour la première fois. Mais là, je reviens sur donc la création de sites de franchises purement tunisiennes. Alors,
Deuxième étape, une fois que je sais expliquer pourquoi j'ai réussi, il faut essayer de définir quel est le savoir-faire et vérifier qu'on peut le transférer. Alors, le savoir-faire, c'est quoi? C'est cet ensemble de petites recettes, si vous voulez, de petites méthodes qui font que vous fonctionnez mieux que les autres. Il y a deux façons simples d'avoir une première approche du savoir-faire. La première chose, c'est que lorsque vous êtes dans votre magasin et que vous exploitez une franchise, que vous exploitez votre magasin ou votre restaurant, et vous recrutez du personnel. Et curieusement, même si vous recrutez du personnel qui est déjà du métier, vous êtes toujours en train de répéter la même chose. À chaque fois que vous recrutez quelqu'un, vous lui donnez des conseils. C'est votre méthode de travail. Vous dites, ok, vous connaissez la coiffure, mais dans ma franchise, dans mon magasin, dans mon salon de coiffure, on fait comme ci, on fait comme ça, etc. Ce que vous expliquez en permanence à votre personnel lorsque vous le recrutez, les règles que vous rappelez sans cesse, ça fait partie de votre savoir-faire. C'est pas forcément des trucs géniaux, mais c'est ce qui fait l'homogénéité et la réussite de votre concept. Il y a aussi une autre manière de définir son savoir-faire qui est très intéressante, qui est simple, qui ne va pas au fond des choses, mais qui donne une première approche, c'est de se comparer. Lorsque vous vous comparez à un autre commerçant qui est dans le même métier, qu'est-ce que vous faites en général? Vous regardez sa vitrine. Vous rentrez dans son magasin, vous regardez ses prix. Et la clé, c'est la question comment. Comment il fait cette vitrine? Pourquoi sa vitrine est plus belle ou moins belle que moi? Quelle est la méthode qu'il utilise pour le faire? Le matériel qu'il utilise pour accrocher les produits? Comment il fait? Où il se procure ce matériel? Quelle est la méthode qu'il utilise? Le savoir-faire, c'est pas la vitrine. Le savoir-faire, c'est ce que vous allez trouver sur les différences qu'il y a entre vos méthodes pour faire une vitrine et ces méthodes. Le savoir-faire, c'est aussi, mais pourquoi il met les chaussettes enfants en bas? Et pourquoi il met les pulls en haut? Et pourquoi il fait ceci? Et pourquoi il a mis ses rayons comme ci? Et pourquoi il ne fait pas pareil que moi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la réflexion qu'il a menée, ce concurrent, ou qu'il n'a pas menée, pour faire différemment de moi? Donc ça, on avance dans la connaissance de son propre savoir-faire. Et puis, c'est aussi pourquoi il a tel prix, comment il peut s'approvisionner, comment il fait, etc. Donc, pour analyser son propre savoir-faire, il y a deux règles simples pour avancer, faire la première étape. 1. Qu'est-ce que je suis obligé de dire toujours à des gens que je recrute? 2. Comment mon concurrent arrive à faire mieux ou moins bien, et en tout cas différemment de moi. C'est cette question comment qui va être extrêmement importante et qui demande du temps, qui demande de la réflexion, et on n'en a pas toujours. Mais c'est là que vous allez commencer à vous dire, il va falloir que je forme mes franchisés à ça et à ça. Et là, on commence à avoir une réflexion de franchiseur, c'est-à-dire avoir la réflexion qui va être la réflexion de la qualité de vos prestations d'assistance aux franchisés, donc la qualité de ce que vous allez faire pour l'aider à réussir. Donc identifier, évaluer, améliorer son savoir-faire, le situer par rapport à la concurrence, et ça va vous aider aussi à définir, une étape après, ce que vous allez devoir faire pour aider, et la structure que vous allez devoir mettre en place pour aider vos franchisés. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est la tendance qu'ont les nouveaux franchiseurs à dire, je vais d'abord recruter les franchisés, je vais voir comment ça se passe, et ensuite je vais embaucher les gens qu'il faut pour régler les problèmes. Ça veut dire que vous recrutez les franchisés, que vous leur dites que ça va bien marcher, et ensuite, ils ont des problèmes, et vous jouez au pompier. Le franchiseur, c'est pas un pompier. Le franchiseur, c'est quelqu'un qui prévient l'incendie. C'est pas quelqu'un qui l'éteint. Il est aussi capable d'éteindre. Mais vous, en tant que franchisé, ce que vous faites, vous donnez confiance, vous donnez votre confiance à un franchiseur pour qu'il vous aide à éviter les problèmes. Les surmonter aussi quand ils arrivent, mais d'abord à les éviter. Donc le bon franchiseur, c'est quelqu'un qui va structurer sa franchise, qui va embaucher un développeur ou qui va utiliser un développeur extérieur, qui va surtout embaucher des gens qui vont être capables de former les nouveaux franchisés, des gens qui vont être capables d'aller chez les franchisés pour les aider à corriger le tir. C'est ça un bon franchiseur. Alors vous me direz, ça coûte cher. C'est vrai. Donc il y a des concepts, il y a des business où on a il y a des sociétés qui ont les moyens de recruter ces gens. Et il y a des sociétés où c'est beaucoup plus difficile. Donc comment on va faire? Eh bien, vous allez repérer dans vos équipes les gens qui peuvent évoluer. Je prends le cas d'une boulangerie que vous allez lancer en franchise, par exemple. Boulangerie, pâtisserie, etc. Eh bien, vous avez dans votre équipe, dans vos 2-3 magasins, vous avez une vendeuse qui est capable de former les gens à la vente.
Vous avez quelqu'un qui est capable de mieux expliquer, c'est pas forcément la même personne. Vous avez quelqu'un qui est capable de mieux expliquer comment on gère la caisse, comment on fait ceci, comment on fait cela, etc., les procédures. Vous avez quelqu'un qui est plus doué pour la fabrication. Et plutôt que de chercher ce que les franchiseurs récents ont tendance à faire, c'est-à-dire à chercher quelqu'un qui sait tout faire pour aider les franchisés, et donc de recruter quelqu'un en général de l'extérieur qui va coûter cher, prenez plutôt des gens de l'intérieur, faites-les évoluer, faites-les monter. Avec chacun sa tâche. Ça ne va rien vous coûter. Ça ne va pas coûter grand-chose. Et en plus, vous allez sensibiliser votre équipe de salariés de vos succursales à l'évolution de votre réseau. Vous allez les motiver à la réussite commune. Alors qu'autrement, ils risquent de voir les franchisés comme des concurrents de leur propre job, des menaces. Il faut absolument intégrer les gens que vous avez dans votre équipe pour développer votre réseau. Et ensuite, on va développer. Ensuite, on va recruter. Le franchisé parfait. Alors, on ne peut pas parler de la franchise, on ne peut pas parler du travail du franchiseur si on ne met pas en parallèle ce que le franchisé doit savoir faire. Alors vous voyez là, il y a un cercle bleu. Ah, super. J'aurais dû le demander avant. Ça, c'est pas grave. Je vais le faire sans. Ça va aller. Donc, vous avez ici ce cercle bleu foncé qui définit, qui est censé représenter, si vous voulez, l'ensemble des compétences qu'un franchisé parfait doit avoir. S'il veut tout savoir faire pour gérer son McDo, pour gérer son magasin de vêtements Sasio ou Blue Island, etc., il doit savoir faire tout ça. Et vous constatez qu'il y a 3 ronds bleus pleins et il y a du vide. Eh bien, tout simplement parce que le rond supérieur, ce sont les compétences déjà acquises par le candidat avant de rejoindre votre réseau. Vous n'allez pas prendre des gens qui savent rien faire, ils savent déjà faire quelque chose. Mais leur expérience n'est pas forcément suffisante, n'est jamais suffisante par rapport à votre savoir-faire, vos méthodes, par rapport aux nouveaux métiers qu'il aborde, puisqu'en général, on a des gens qui changent de métier. Et donc, il est très important de demander à ce candidat qu'est-ce qu'il sait faire. Et vous allez constater qu'il y a plein de choses qu'il ne sait pas faire. Et c'est normal. Et puis, à côté de ça, le rond à gauche, ce sont les compétences qui ne sont pas utiles chez le franchisé, puisque c'est vous qui le faites. C'est vous qui importez de Chine, c'est vous qui faites fabriquer vos vêtements en Tunisie, c'est vous qui faites le marketing national. Il n'y a pas besoin de savoir le faire. Il n'y a pas besoin de le transférer. Et puis, à droite, le cercle en bas à droite, ce sont les compétences transmises par la formation et l'assistance permanente que vous donnez à vos franchisés. Et puis, le blanc, c'est les lacunes, c'est les trous. C'est les choses qu'il faudrait savoir faire, mais qu'on ne sait pas faire. Et c'est le plus important, parce que lorsque vous allez définir votre plan de formation, votre plan d'assistance auprès des franchisés, que vous allez mettre en place vos sessions de formation, le programme, l'assistance, les qualités des animateurs de réseau, des assistants que vous allez recruter pour aider vos franchisés, vous allez forcément penser à une complémentarité à ce que le franchisé sait faire et à ce que vous allez lui apporter. Et le fait de penser le plus vite possible au manque va vous permettre soit de compléter votre formation, soit de dire ce franchisé-là, je ne peux pas le prendre parce que je ne peux pas boucher les trous, soit de dire, bon, ben, ce qui lui manque finalement, c'est quoi? C'est une formation à la gestion. Les chambres de commerce, elles ont des formations à la gestion. C'est une formation au management. Il y a une base qui n'a pas, il y a des formations qui existent. Donc, ça peut être aussi d'aller chercher ailleurs, à l'extérieur, des formations complémentaires. Ça peut être aussi de redéfinir le profil du franchisé que vous recherchez, parce que, encore une fois, le meilleur franchisé, c'est le meilleur réseau, c'est celui qui a les meilleurs franchisés, c'est-à-dire celui qui a les complémentarités les meilleures entre les services apportés par le franchiseur et les compétences propres du franchisé au départ. Alors ça illustre bien les choses, et puis derrière, je vous ai mis un petit tableau simplifié. Donc, en produit, qu'est-ce que le candidat doit savoir faire, le futur franchisé doit savoir faire, qu'est-ce que moi je fais en tant que franchiseur, quelles sont les lacunes pour la technique, etc., etc. Donc il faut développer ça, évidemment, c'est un tableau simplifié, je vous le montre sur un PowerPoint, il faut évidemment
aller beaucoup plus loin dans le détail. Voilà, donc cette méthode. Je vois qu'il y a des photos, etc., il n'y a pas de problème. Il suffit de me demander, si vous me laissez votre email, je vous l'envoie j'aurais dû le dire avant, parce que je vois qu'il y a des gens qui se fatiguent pour rien, mais j'avais envie de vous taquiner un peu. Donc si vous me laissez votre email, je vous l'envoie, il n'y a pas de souci. Alors, je ne vais pas en parler parce que ça a été largement couvert par les intervenants précédents. Vous ne pouvez pas devenir franchiseur si vous n'avez pas une marque bien protégée, un contrat, etc. Je ne vais pas répéter ce qui a été très bien dit précédemment. Ce qui est important aussi, c'est qu'il va falloir réaliser un business plan qui sera différent de celui que vous aviez précédemment. Jusque maintenant, vous aviez 3 magasins ou 2 magasins, et vous faisiez votre business plan en disant je fais un magasin de plus, etc. J'apporte un nouveau produit, j'achète une nouvelle machine, etc., etc. Et désormais, on va raisonner avec des étages. C'est-à-dire qu'il va y avoir l'étage franchiseur et l'étage franchisé. Et il va falloir partager la marge que vous aviez tout seul avant. Ça, quelquefois, c'est là qu'on se dit mince, je ne peux pas y aller. Vous imaginez quelqu'un, par exemple, qui importe des chocolats ou de la glace et qui fait un concept de glace, de chocolat, etc. Et il a, par exemple, 60% de marge. Et du jour au lendemain, il dit, oui, mais moi je dois importer, je dois faire ceci, je dois faire cela, il me faut 20% de marge. Est-ce que les 40% de marge qui restent aux franchisés sont suffisants? Cette réflexion-là, elle est simple. Le principe, il est simple, mais il faut le mener très très tôt dans le processus, parce que quelquefois, vous allez vous rendre compte qu'il faut renégocier avec les fournisseurs, qu'il ne faut pas avoir des produits importés, mais les fabriquer vous-même, que vous allez perdre beaucoup d'argent pendant 3 ans, le temps que vous ayez un réseau suffisant pour pouvoir fabriquer vous-même les produits, que dans le premier temps, quand vous allez les importer, vous allez payer cher et vous allez perdre de l'argent, donc il faut que vous ayez le financement nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut y penser très tôt. On a parlé du profil du franchisé, on a parlé du profil du franchiseur. Je m'arrêterai après cette diapo, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour devenir franchiseur, mais l'idée du thème aujourd'hui, c'est comment crée-t-on un concept franchisable en Tunisie? Et donc, on n'est pas dans la méthode, on ne va pas jusqu'à la fin de la création d'une franchise, on va s'arrêter à cette partie qui est au début. L'ingénierie réseau, c'est un mot compliqué, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un franchisé qui sait faire ça, on vient de définir son profil, j'ai un franchiseur qui recrute des gens, qui va transférer un savoir-faire, qui va animer son réseau avec une organisation, des formations, etc., pour compléter le savoir-faire du franchisé. Et puis dans l'exploitation quotidienne, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont conditionner la réussite de chacun, qui vont bien séparer les rôles entre le franchiseur et le franchisé, et qui vont faire qu'il y aura des charges chez le franchisé et des charges chez le franchiseur. Et donc, il faut être capable de répondre pour toutes les phases de votre métier à des questions très simples en apparence, mais qui demandent un petit peu de temps. Qui fait quoi? Qui importe de Chine? Qui met en magasin? Qui met en rayon? Qui met sur les cintres? Qui met dans les cartons? Qui déballe? Qui étiquette les prix? Qui fait quoi? Comment? Quelle méthode? Quand? Et à quel coût? Et donc là, ça y est, on va commencer à penser à franchiser derrière, parce que à partir de ce moment-là, on saura quel est le profil du candidat, on saura quelle est la structure qu'on doit mettre en place, on saura comment on fait son transfert de savoir-faire, et on saura également comment on va gérer le quotidien de la franchise. Alors moi, je voudrais conclure en disant que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un potentiel de création de franchise en Tunisie qui est réel. Ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le niveau d'éducation qui existe en Tunisie. Il y a beaucoup de pays qui rêvent d'avoir le niveau d'éducation qu'il y a ici, le niveau d'ouverture sur le monde, le niveau d'ouverture d'esprit, etc. Et que ce sont des atouts déterminants dans les affaires. Donc vous avez des potentiels, je ne dis pas ça pour vous flatter, mais par rapport à beaucoup de pays, vous avez un potentiel humain qui est important et vous avez des ressources qu'il faut exploiter. Donc je souhaite vraiment longue vie à la franchise en Tunisie. Je vous remercie de votre attention. S'il y a des questions à n'importe lequel de nous trois, n'hésitez pas. Je ne sais pas si on a un micro-baladeur. Oui. Il y a des questions? Il ne faut pas hésiter, c'est maintenant, après on n'est plus là. Permettez-moi tout d'abord de saluer les orateurs. C'était très agréable. C'est des gens pédagogues
je me sens à l'université avec des grands professeurs. Vous êtes trop gentil. Moi, j'ai connu le concept de franchise très récemment, à l'occasion du salon d'entreprise à Sfax. Je suis un nouveau industriel, donc je suis un enseignant universitaire à la retraite. Et pour préparer ma retraite, j'ai créé une entreprise industrielle qui produit un engrais organique liquide à partir d'une roche carbonée. Ma formation, c'est une formation de géologue, un scientifique, qui n'a rien à voir avec le commerce et avec l'industrie. Et j'ai appris beaucoup le domaine marketing, communication, commercialisation. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Et votre question, ce serait Voilà. Actuellement, je produis donc dans une unité industrielle cet engrais. Mes besoins, c'est dans la commercialisation. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a dans le registre une formule de franchise, pas pour moi, pas pour créer moi une affaire de franchise, être franchiseur, mais trouver des franchisés qui peuvent s'occuper de cette distribution. Tu veux répondre? Vous dites que vous ne voulez pas être franchiseur, vous cherchez des franchisés. Voilà. Vous ne pouvez pas chercher des franchisés si vous n'êtes pas un franchiseur. Et pour devenir franchiseur, il faut créer un pilote. Il faudrait que vous créiez un pilote, une unité qui marche. À partir de cette unité-là, vous pouvez offrir des franchises. Et même si vous ne voulez plus vous en occuper, le fait que vous ayez obtenu des franchisés, les franchisés peuvent vous acheter, faire l'acquisition de votre concept. On a une autre question. Une autre question. On était si clair que ça? Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de questions. Il y a des gens timides dans la salle. Je vous en prie, allez-y. Dans la salle, est-ce qu'il y a des futurs franchiseurs ou est-ce qu'il y a des franchiseurs existants déjà? Si vous voulez vous montrer discrètement. Oui, d'accord. Et est-ce que les futurs franchisés potentiels? Oui. D'accord. Ok. Alors, ce qu'on vous a expliqué précédemment, donc ça concerne aussi bien les franchiseurs que les franchisés et les masters franchisés. Ça, c'était l'intervention de Bachir. Mais ce que moi j'ai expliqué, évidemment, par un effet miroir, les gens qui veulent devenir franchisés comprennent ce qu'un bon franchiseur doit faire. Donc, si vous utilisez ce que je vous ai dit pour voir si le franchiseur qui est en face de vous est bon, ça vous sert également. Pas de questions? Ok, je vous rends la parole. Merci Monsieur Samper pour cet éminent exposé. Alors on va s'offrir une petite pause et on va reprendre l'après-midi à partir de 14h30 pour les thèmes perspectives régionales sur la franchise. On va prendre les cas de la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Et par la suite, on va faire des témoignages pour un franchiseur tunisien, un master franchisé tunisien et un franchisé tunisien. À tout à l'heure.